C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu et je suis avec Geoffrey. Salut. On se retrouve pour une deuxième fois, en fait, vous le savez pas, mais on vient d'enregistrer une demi-heure de vidéos qui ont été jetées à la poubelle à cause d'un problème de carte SD. Donc si on a envie de mourir intérieurement, c'est pas à cause du film, c'est parce que ça fait chier de tout réenregistrer. Donc on est là pour parler de Sans un bruit jour 1, préquel de Sans un bruit premier du nom et deuxième du nom, parce qu'il y en a déjà eu deux, qui étaient à l'époque réalisés par John Krasinski, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque c'est Michael Sarnowski qui se charge de ce préquel. On l'a vu ce matin en projection et nos avis sont relativement mitigés tous les deux. Oui, pour le dire gentiment. Voilà, et c'est un film qu'on attendait plus ou moins en fonction de nos affects avec la saga, donc commençons par là. Geoffrey, quel est ton affect avec la saga Sans un bruit? J'aime bien le premier, j'aime beaucoup moins le deuxième. Je trouve que le premier, c'est modeste et ça réinvente pas la roue, mais c'est bien foutu, c'était bien mis en scène. Je trouve qu'il y avait suffisamment de cruauté, de trucs un petit peu malins pour que j'ai ressenti une bonne surprise et que j'ai compris l'enthousiasme à l'époque et je me suis dit ok, je suis d'accord. Le deuxième, je trouve que ça tourne un peu en rond, le concept est un peu trop tiré, ça perd un peu en originalité, en personnalité, ça devient un peu plus générique. Clairement, je trouve que la deuxième moitié, la fin, ça m'a fait complètement décrocher. Donc celui-là, j'y allais un peu en me disant... Je sais pas trop ce que ça peut donner, sachant qu'il change un peu la manière, l'approche du genre en faisant un truc plus grand. Donc j'étais un peu sur mes gardes. Toi, je crois que t'aimes quand même un peu plus que moi Sans un bruit 1 et 2. Ouais, le premier à l'époque, j'avais vraiment fait partie des gens qui avaient été très agréablement surpris, au-delà du concept par la manière dont il était exécuté. Notamment la mise en scène de Krasinski qu'à l'époque je connaissais pas du tout en tant que réalisateur et qui m'a pas mal marqué et j'aimais beaucoup le côté film de suspense plutôt que film d'horreur en soi qui je trouve était très réussi. Et dans le deuxième, alors on va en reparler, mais je pense que dès qu'on ouvre l'univers de Sans un bruit au-delà du microcosme de la cellule familiale du premier, ça devient compliqué en termes de cohérence et il y avait des défauts, mais je trouve que la mise en scène de Krasinski parvenait encore à s'adapter un peu à cette suite, quoi, ce qui devait développer par la suite. Et du coup, je pense que c'est pas un grand film, mais que ça reste un petit film de suspense très louable, que j'aime bien voir. En tout cas, on est d'accord tous les deux pour dire que Sans un bruit jour 1, le préquel, c'est le moins bon des trois. Ouais. Parce qu'on serait pas d'accord avec Judith, qui est avec nous à la Projo et qui a, elle, la préférée aux deux autres. Mais elle aime pas les autres. Mais elle aime pas les autres. Donc je sais pas ce que ça vaut pour essayer d'équilibrer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut déjà expliquer que le premier, c'était quasiment un décor unique, c'était une zone très resserrée avec une famille, quelques membres d'une famille qui essaie de survivre. Le deuxième, les survivants de cette famille partaient, rencontraient d'autres personnages, allaient dans différents endroits jusqu'à aller sur une île, il me semble à la fin, c'est une île, et avec une porte ouverte sur, en fait, on a trouvé un truc qu'on va propager à travers le monde pour affronter les aliens. Celui-là continue encore plus dans la gradation, puisque là, on est au jour 1, on voit les météorites tomber sur New York, et on voit des gens essayer de survivre à New York. Deux personnages principalement, Lupita Nyong'o et Joseph Quinn, qui font un peu compagnons de fortune face au chaos, se lient un peu d'amitié, chacun avec leurs angoisses et problèmes et drames personnels. Gros problème quand même. Ouais, plus ou moins gros problème. C'est pas je laissé le four quoi. Ouais. et donc eux, ils sont vraiment dans Sans un bruit version Cloverfield, la guerre des mondes, en se calmant quand même sur la comparaison, mais en tout cas c'est l'idée probablement, en théorie. Parce que là, il y a plus de monstres, il y a plein de gens dans les rues à des moments. C'est pas un monstre, c'est pas deux monstres, c'est pas trois monstres, c'est des dizaines de monstres. Quand tu vois les météorites tomber, t'en as des dizaines. Et après, on te fait clairement comprendre dans certains plans qu'en fait, il y en a énormément. Donc, t'as sûrement des centaines qui ont ravagé l'île de Manhattan en quelques heures seulement. Donc là, on est sur le chaos à grande échelle. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le problème de ce film là, c'est qu'en changeant l'échelle, du coup, ça met à jour pas mal de soucis, pas mal de limites du concept. Hey, c'est le moment où je m'incruste pour vous parler de notre partenaire pour cette vidéo, à savoir sonvideo.com, revendeur expert dans le domaine du home cinéma et de la hi-fi. On dit expert puisqu'il se démarque en mettant l'accent sur le conseil, et ce dans 16 magasins et sur un beau site internet très complet. Et quel meilleur moment pour vous en parler tant la saga Sans un bruit repose sur son sound design. Dans le cas d'un film où le danger vient littéralement du bruit, au plus l'équipement sonore est immersif et précis, au plus l'expérience est marquante. On est donc revenu vers eux pour leur demander un casque qui va vous balancer direct dans l'apocalypse et vous forcer à retenir votre respiration pendant 2 heures. Ils nous ont conseillé le Sennheiser Momentum 4 de Nîmes, un casque Bluetooth avec réduction de bruit active même, ce qui est plutôt logique. En gros, comment ça marche? Dans le casque, il y a des petits micros qui scannent votre environnement et ajustent automatiquement le niveau de réduction
histoire que vous soyez toujours déconnecté du monde réel, parce que le monde réel, c'est nul. Après, c'est quand même pas mal de le prendre en compte si vous traversez la route, par exemple. Donc il y a même un mode transparence qui permet de doser un peu l'enveloppe. Mais si comme nous, le monde extérieur vous fait peur, et que vous préférez vivre par procuration, on vous comprend, vous vous focaliserez sur la qualité du son et elle est vraiment excellente, avec plein d'options de personnalisation et surtout une immersion qui sied particulièrement bien à un film comme Sans un bruit. Le petit gros plus de sonvideo.com, la couleur bleue de Nîmes est une exclusivité du site et surtout, il y a une sacrée promotion. Le prix affiché est de 249 € au lieu de 369. Voilà, le lien est dans la description. On pouvait s'attendre au grand spectacle qu'il nous avait annoncé puisque le but c'est aussi d'accomplir une sorte de fantasme à la vue du concept Sans un bruit, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si on balance des monstres réactifs au bruit dans en gros la ville la plus sonore de la Terre, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y a une sorte de carton au début qui vient nous expliquer à quel point Manhattan, Oui. si vous y êtes C'est un pas peu allé, c'est amusant, le bordel. Ils disent en gros, le niveau moyen c'est 90 décibels et en fait c'est l'équivalent d'un hurlement. Donc on se dit ok, c'est un peu amusant comme concept effectivement. Donc on s'attend à un truc assez apocalyptique. D'autant que selon Alex Wolff, le budget aurait été un peu plus élevé, quoi. Ouais, c'est ça, les autres c'était, le premier c'était 17, en tout cas c'était moins de 20 millions, le deuxième c'était plutôt dans les 50-60, et là il a dit, bon c'est un acteur qui est là surtout dans des séquences qui sont pas forcément ça la grand spectacle, mais lui il dit c'était un gros film qui était probablement proche des 100 millions. Alors je sais pas si c'est vrai, ça semble un peu fou que ce soit aussi cher, en tout cas je pense qu'on peut dire que c'est au moins comme le deuxième, que c'est forcément dans les 50-60 parce qu'il y a quand même beaucoup de décors, beaucoup plus que dans les autres, avec évidemment beaucoup d'effets visuels parce que t'as beaucoup de créatures, donc il y a quand même pas mal de production derrière, quoi. Ouais, sauf que finalement, on retombe un peu sur ses pattes puisque dès les premières minutes de l'invasion, ils comprennent direct le truc du son. Ouais. Après 5-10 minutes, il y a des hélicos qui passent et qui récitent la fiche wiki des monstres en disant « Bon, en fait, ils aiment pas l'eau, ils aiment pas ça, ils aiment pas ci. » Et on se retrouve face à un survival, mine de rien, relativement classique, à ceci près qu'il est en décor urbain. Et bon, c'est un peu triste puisque Sans un bruit 2 démarrait avec une scène d'introduction qui était la même chose, puisque c'était aussi le début de l'invasion. Ouais. Sauf que sur une scène, ça fonctionne. Enfin, il y a une sorte d'ironie dramatique assez cruelle à voir des personnages galérer à apprendre des règles que toi tu as déjà acquis et donc à se faire défoncer dès qu'ils font « José, tu es où ?» Et c'était assez amusant. Mais une fois qu'on a passé cette partie-là, on se retrouve avec un survival qui, mine de rien, super classique, quoi. Et le fait qu'il y ait beaucoup de bestioles ne change finalement pas grand-chose, pas plus que les décors de la ville qu'ils essayent pourtant de sillonner ici et là. Alors on passe par le métro, le quartier des affaires, etc. Mais finalement c'est relativement très peu exploité, hein. Je trouve qu'il n'y a jamais vraiment aucun moment, il y a par exemple aucun effet de verticalité alors qu'il y a des hélicoptères, il y a des buildings, il y a des trucs, mais on reste toujours au ras du sol par exemple. Donc il y a quelques idées ici et là. Alors dans le premier enregistrement, on parlait de la scène que moi j'ai relativement aimée, où il y a une sorte d'exode, et il y a une idée qui est assez amusante, qui a jamais été trop exploitée pour le moment dans la saga, qui est que en gros, un seul humain, ça fait pas de bruit, mais quand on met plein d'humains, tu peux être silencieux, ça fait quand même du bruit. C'est ça. La masse de gens qui font pas de bruit devient un bruit qui du coup devient synonyme de en fait vous êtes tous dans la merde, alors que tout le monde essaie de faire le minimum de bruit. Et du coup, le danger c'est la foule. Voilà. Mais encore une fois, la séquence est, je trouve, relativement sous-exploitée, puisque, une fois de plus, la promesse de spectacle est pas vraiment là, puisqu'on revient avec un point de vue très intimiste. À partir du moment où ça devient le chaos, on repart en longue focale, on reste avec le Piton Yongo. Et on refait la séquence du début. Et on refait la séquence du début où elle essaye de fuir malgré le bordel ambiant. Entre les carcasses de voitures, avec de la fumée, elle qui se cache, des gens qui sont happés hors champ, avec quelqu'un qui fait paf, il est happé. Oui, d'accord, tu vois ça 3 fois, tu dis en fait, c'est la 8e fois, tu vois, je m'en fous, la créature, j'en ai plus peur. Ça marchait dans la séquence d'intro du premier Sans un bruit avec le gamin, parce que c'est un gamin, parce que c'est le début du film, parce que tu dis mon Dieu, quelle horreur. Là, c'est une ville, c'est le 3e film, même si c'est le préquel. Du coup, ça commence un peu à perdre de sa saveur. Mais moi, le problème que j'ai avec le film, c'est justement ça, tu dis entre la grande échelle et la petite, l'intime. C'est là que ça m'a dérangé, c'est que le film, il vend un grand spectacle. Alors, on peut se dire qu'on s'en foutait de voir ce concept avec plus d'argent, plus de monstres. Le fait est qu'il a essayé d'aller sur ce terrain. Je trouve que, sans que ce soit nécessaire, ça peut être amusant. Le fait est que je trouve qu'il l'exploite pas, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais le problème aussi en retour, c'est qu'il essaye de continuer à rester dans le côté un peu intimiste, petite échelle. Et je trouve que comme c'est pas centré là-dessus, que c'est pas tenu du début à la fin, en fait, il fait que de passer de l'un à l'autre. Donc en fait, aucun des deux n'est réellement satisfaisant. T'as de temps en temps, par exemple, des plans du ciel, t'as des plans super larges où tu vois plein de créatures courir sur les toits parce qu'il y a un hélico. Mais en fait, c'est le point de vue de qui ? Dans le premier, t'étais accroché à la famille. T'étais un truc vraiment, le truc est simple, c'est
des monstres, ils font du bruit, on est dans une maison, on est une famille, du coup tout est au ras du sol, donc ça avait du sens. Là, t'es avec eux et des fois, t'as une vue du ciel, t'as des trucs un peu apocalyptiques, ils vendent vraiment... Dès le début, eux, ils sont sur un toit, ils ont une vision vraiment de l'apocalypse, de l'île de Manhattan qui est en feu. Ils essaient vraiment toujours d'être aux portes de l'apocalypse et à chaque fois, je me suis dit, en fait, c'est Cloverfield en moins bien. Parce que Cloverfield, j'avais vraiment le sentiment d'être emporté avec ces personnages qui régulièrement voient surgir le colossal au coin d'une rue, derrière une fenêtre, avec le son. Et en fait, je trouve que l'adresse qu'il avait Matt Reeves en faisant ça, ça n'est pas du tout dans ce film-là parce que il essaye un peu de bouffer à tous les râteliers. Donc c'est un peu intime avec des personnages qui sont vachement dans le drama personnel du destin de l'individu face au collectif qui est aussi face à l'apocalypse. Et à côté de ça, il essaie de dire régulièrement, regardez, c'est le bordel, c'est un peu la guerre des mondes. Et je trouve qu'aucun des deux n'est satisfaisant. Donc en fait, des deux côtés, je me dis, c'est un peu raté. C'est pas entièrement raté, mais c'est vraiment pas réussi, quoi. Oui, puisque si le grand spectacle est un peu décevant, la partie un peu intimiste l'est tout autant. Ouais. Puisque moi, personnellement, et c'est mon point de vue, puisque Judith, qu'on a exclu, du coup, de cette... Pour cette raison pour précise. cette raison, elle trouve que c'est mieux que les précédents. Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça particulièrement niais. Donc voilà, Lupita Nyong'o joue une personne atteinte d'un cancer qui donc a pas beaucoup de temps devant elle. Et c'est pas un spoil parce que c'est annoncé dès la première minute du film, c'est vraiment très vite, ouais. Et donc il va se lier d'amitié avec ce personnage. Franchement, pourquoi pas, hein, c'est le genre d'histoire que je peux trouver jolie, bien sûr, je suis pas si insensible que ça. Juste, là, c'est des sabots hollywoodiens énormes, ça se résout, les enjeux qu'on voit venir très vite se résolvent dans une séquence pré-climax que j'ai trouvé absolument qui est niveau étoile contraire, je trouve, en termes de niaiserie. Il y a quelques moments, vraiment, tu te dis, mais abrégé. On spoil rien, mais sachez que c'est une histoire de sombre carte dans un bar qui m'a donné envie de me taper la tête contre un mur en me disant, mais c'est pas possible de faire ça. Ça met autant de temps pour ce truc aussi simplé, avec des personnages que j'aime bien, mais de manière modérée, parce que c'est un film post-apo, donc en fait, déjà, ils ont pas beaucoup de temps pour parler, parce qu'ils sont pas censés parler. Mais en plus, tu sais que c'est un truc qui nourrit le reste de la dramaturgie, mais c'est pas le cœur de la dramaturgie, enfin en tout cas de l'action. Et le fait qu'il y ait autant de temps là-dessus et que ce soit écrit comme ça, je me suis dit, mais chaque nouvelle séquence qui essaie d'explorer leurs problèmes personnels, c'était de pire en pire, quoi. Vraiment, la dernière ligne droite, les 20 dernières minutes, je me suis dit, mais tout ce qui pouvait être acceptable et un peu touchant au début, parce que je trouve que le début est assez touchant avec Lupita Nyong'o qui joue évidemment très bien. Et c'est intéressant de mettre ce personnage. Le truc que Judith aimait bien, c'était ce truc de le collectif affronte la mort. Il me semble que c'est ça qu'elle aimait bien. Le collectif affronte la mort, mais l'individu aussi face à la mort. Du coup, ce truc d'échelle, de ramener vraiment la fin du monde à la fin d'une personne, c'est plutôt joli en termes de vraiment comme ça, oui, de c'est scope. Pas hyper original, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est assez touchant. C'est assez efficace. Et en plus, je trouve que l'autre personnage, qui est finalement assez peu caractérisé, mais pourquoi pas, et pas si mal avec elle, puisque lui il se fait des crises d'angoisse, etc. Et il est un peu paumé dès le début, il sait pas trop où aller. Et donc lui aussi, il a un rapport à la mort qui est assez trouble. Et en fait, eux-mêmes doivent s'accorder pour trouver un sens à la fin du monde, de leur existence. Et c'est qui, en plus, tu vois que la personne qui semblait la plus perdue, en fait, a plus de ressources que l'autre. Mais c'est sûr que à un moment, tu commences à arriver sur... en fait, il faut régler cette histoire, il faut un peu expliciter leur relation, il faut un peu qu'il y ait une conclusion à comment ils se sont rencontrés, pourquoi, qu'est-ce qui s'apporte l'un à l'autre. Et à un moment, tu as une histoire de lettres et de voix off. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'écrire encore ça aujourd'hui. Vraiment, et les mots qui sont employés, je me dis, mais aucun être humain ne parle comme ça. À part dans un film hollywoodien, on essaie de te montrer que l'humanité pourrait être ça, sauf à être une poupée Barbie, on parle pas comme ça. Donc le côté humain n'est pas la grande réussite du film, même si au début, je trouvais que ça commençait plutôt bien parce qu'il y a plein de gens qui meurent, plein de gens que tu penses être potentiellement un peu importants, ils se font dans des scènes pas forcément grandioses, mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal si en fait Lupita Nyong'o, qui est vraiment présentée comme le personnage principal, elle voit le chaos autour d'elle et en fait la faucheuse elle fauche, quoi, tu vois, il y en a beaucoup qui sont quand même pas longtemps à l'écran. Et puis encore une fois, tu vois, elle qui est censée être la plus fragile, elle voit tout le monde mourir autour d'elle, c'est quand même c'est une idée pas mal et que j'aime bien et que j'aime beaucoup dans plein d'autres films, mais encore une fois c'est la théorie contre la pratique et là la pratique elle est un peu relou, c'est pas ouf. Donc on peut en arriver à en fait un peu un double sujet qui est donc le sujet de la mise en scène, qui est la raison pour laquelle je viens voir un film sans un bruit. En fait, ce que j'avais aimé dans les films de Krasinski, c'était qu'ils étaient hyper malins, vraiment. Et là, clairement, c'est pas le cas. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de budget, etc. Ou est-ce que ça viendrait pas de la nature de la saga elle-même, dont le premier opus fonctionnait intégralement sur le hors-champ, sur le fait qu'on voit pas les bestioles, sur la cellule familiale, etc. Et que au plus tu augmentes l'échelle, les enjeux,
au plus, ça finit par ne plus tenir la route, aussi bien en termes d'incohérence, on peut en parler, j'adore Prometheus, donc j'ai une énorme résistance à l'incohérence dans les films de science-fiction en règle générale. Je trouve que c'est complètement con de parler de ça en règle générale. Ouais. Il y a incohérence et inconsistance dans le récit, c'est pas la même chose, bref, ça reste des films de monstres. Hein. Hmm. Mais là, quand même, ça marche pas trop. Ouais, donc il y a ça, et il y a le fait que aussi les monstres, par exemple, sont hyper génériques. Ce qui Oui, c'est ça, marchait à la fin du premier, puisque tu le voyais jamais, et qu'à la fin, ils te le révélaient. Donc, on admet, en plus, ça coûtait quoi, moins de 20 millions de dollars. Donc, bon, ok. Mais déjà, à partir du 2, ça devenait compliqué. Et là, c'est toujours pareil. Ces monstres ne sont pas vraiment menaçants, puisqu'on les a déjà vus 14 fois ailleurs, sous diverses déclinaisons. Rien de très impressionnant en réalité. Ouais, mais c'est ça. En fait, je pense qu'on peut honnêtement dire que le premier n'était pas fait pour donner lieu à des suites. Donc le truc qui est creusé depuis n'est pas un truc qui devait être creusé, mais à chaque nouveau film, il se retrouve à se dire, est-ce qu'on répète, est-ce qu'on creuse, est-ce qu'on va plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On en met plus, on fait comme Alien, on met un S et voilà, ça devient sans un bruit avec plein de créatures dans une grande ville. Le fait est qu'à chaque fois que tu élargis un peu plus, en fait, ça met encore plus en avant les problèmes et les failles qui étaient là dans le premier, parce que dans le premier, tout le monde en a parlé, le fait à quel point ils sont sensibles au bruit, quand elle accouche, tu te dis, non mais comment elle peut survivre, comment elle peut ne pas être attaquée par le monstre. Mais quand tu marches dans un film, quand tu aimes bien le concept, tu excuses dans les high concepts les limites du truc. Mais je trouve que vraiment le film, notamment celui-là, il n'est pas de notre côté, tu vois. Il nous aide pas à fermer les yeux. Je pense notamment à une scène où vraiment t'as la créature, comme on l'a vu à la fin du premier, elle ouvre en grand ses oreilles littéralement. Donc là tu te dis, ok, alors il faut que j'arrête de respirer. C'est une très bonne idée. Tu te dis, ok, là pendant un laps de temps, c'est comme les casiers dans le jeu Alien Isolation. Ok, là c'est un moment ultime de peur et de suspense. T'as une scène où un personnage se retrouve face à un alien qui est collé à lui, il est encore plus près que je suis de toi, il ouvre l'oreille et pendant plusieurs secondes tu te dis mais ce mec il a peur, cette personne vraiment doit trembler, elle doit faire du bruit et la créature ne le voit pas et elle redescend. À partir de là je me dis je comprends de moins en moins vraiment comment définir la créature et régulièrement le film on dirait qu'il fait exprès de me forcer à y penser. Au lieu de mettre ça sous le tapis pour vraiment faire en sorte de diriger l'attention ailleurs pour qu'on voit pas les failles, on dirait que régulièrement, il te dit, t'as vu quand même, t'as réfléchi aux limites du bruit. Donc t'as des moments, les personnages, ils décident de casser une porte, t'as un autre, il décide de hurler, il décide de se cacher derrière le son de la pluie, donc des trucs qui sont intéressants. Il y a de l'orage, donc il faut ceux qui veulent. Mais ils prennent des risques insensés, ils sont au tout début d'une invasion. Alors je sais que c'est facile dans un film d'horreur ou d'apocalypse et d'alien de te dire, un être humain ne devra pas réagir comme ça. Moi je suis plutôt partisan de, dans le chaos, tu peux faire n'importe quoi, c'est aussi ça qui te rend humain, et des fois tu prends une décision irrationnelle. Mais là, je me suis dit, vraiment, on dirait qu'ils font exprès, qu'ils prennent des risques, qui font que pour des personnages, surtout cette personne-là, qui est censée être très sensible, très peureuse, très terrifiée, et à juste titre, elle fait des trucs, tu te dis, mais t'es taré en fait, tu mérites de mourir à ce moment-là, mais il meurt pas. Oui, elle est censée être pragmatique. Ouais. En fait, elle est caractérisée comme telle, donc certains de ses choix paraissent assez étranges. Et c'est ça, en fait, c'est pas juste une question de... oui, bon, on peut pas se projeter parce que c'est un univers de fiction, etc. Bien sûr, évidemment. C'est une question d'écriture. Là, à toute fin, où il y a un des personnages qui fait un tintamarre ahurissant et qui a pour attirer les créatures et qu'ensuite elle est coupée par un autre gars qui shoot dans une canette et ce qui suffit à prendre l'aggro quoi, que tous les monstres aillent vers lui. Tu te dis mais c'est non seulement étrangement écrit et bizarrement mis en scène, il y a un petit souci de spatialisation, tu comprends pas trop. C'est vraiment grossier la manière dont les trucs sont écrits et je trouve que même la manière dont les aliens sont régulièrement mis dans le récit, comment ils croisent le chemin des personnages. En gros, t'as deux trucs. Soit ils passent comme ça, telle la grande faucheuse, et ils happent quelqu'un comme le gamin dans la première séquence de Sans un bruit. Comme le principe de Sans un bruit, et c'est la raison pour laquelle il fonctionne. Voilà, donc malgré ça, ce budget. Régulièrement, ils le remettent en scène, sauf qu'en fait, t'as plus l'effet de surprise, parce que je pense que c'est la 15e fois dans la saga. Soit on détourne leur attention, donc quelqu'un jette un truc dans... je pense qu'il y a 3 ou 4 pavés qui sont lancés dans des vitres de voitures qui sont cassées, parce que les alarmes des voitures, c'est comme dans Last of Us, et c'est trop pratique pour attirer les méchants, comme dans tous les jeux de zombies. Donc en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est binaire, tu vois, d'un côté la créature fait ça, de l'autre elle fait ça, et à aucun moment, ils essayent de... à chaque fois qu'il y a une confrontation, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi ils exploitent pas ça d'une manière un peu plus nouvelle, pourquoi ils l'exploitent pas plus longtemps, parce que moi, le problème que j'ai eu avec ça aussi, c'est que vraiment, ce film me fait pas peur, il me fait pas stresser, je ressens aucune angoisse, à la limite, vaguement, il y a un petit frisson de, oui, le truc est vraiment létal, et il a une vélocité qui est terrifiante, mais c'est répété 3 ou 4 fois, et je trouve que, je sais pas, ils sont dans des décors où tu dis, c'est quand même
facile. À un moment, ils sont dans des décors, des grands buildings vitrés, et il y a plein d'aliens qui arrivent, c'est un truc qui a été mis dans la promo. C'est pas très bien utilisé, parce qu'en fait, tu ne comprends pas pourquoi ils sont pas chopés, vu qu'ils courent tous très vite et qu'on les a vus courir et choper des gens en 2 secondes. Là, on dirait qu'ils sont ralentis. T'en as un autre où un monstre semble attendre dans l'obscurité le bon moment pour la mise en scène, avoir le bon timing pour faire le plan et choper quelqu'un, alors qu'en fait tu te dis mais ça fait 15 secondes que t'aurais pu vraiment, juste il y a que la mise en scène qui t'a retenu. Donc en fait, dans les sous-sols du métro, pareil, ils essayent de faire un truc un peu de course-poursuite, mais c'est très court, c'est pas très satisfaisant, c'est pas très terrifiant, parce qu'encore une fois, tu vois le monstre plusieurs Et fois. il court très très lentement par rapport à d'autres moments du Ouais, film. ou alors l'espace Wow. est dilaté, ils ont fait 3 km et demi. Mais en fait, je trouve que tu vois, il n'y a aucune confrontation qui est vraiment satisfaisante, et il y a même des moments où je n'ai pas compris, on dirait. Je pense notamment à un plan quand ils descendent dans le métro, on voit l'alien qui descend, ils sont dans un espace clos, ils doivent pas faire de bruit. L'alien arrive, du coup tu te dis ok ça va être assez terrible, ils vont devoir tourner autour de lui, faire en sorte de pas faire de bruit en sachant qu'il est à côté. Et ça c'est pas exploité, il y a un moment ils avancent dans un couloir, l'alien passe derrière et ils ont pas l'air terrifiés. J'ai vraiment eu l'impression que l'alien avait été rajouté en post-prod et qu'ils n'avaient pas joué ça les acteurs et actrices. Donc ouais, la menace non seulement elle commence à être diffuse, à être un peu grossière, mais en plus je trouve qu'il y a aucun moment où il essaye d'en jouer et de créer une séquence. En fait dans tous les autres sans un bruit, il y a au moins une scène où je me dis rien que pour ça le film vaut le coup d'être vu, parce que si t'aimes les aliens, que t'aimes le suspense et la tension de ce côté-là, ça va te plaire. Là, je pense qu'il n'y a rien qui m'a satisfait. Ce qui est quand même hallucinant, arrive au 3e film avec plus de moyens, quoi. C'est ça. Ça fait arriver à la question, est-ce que ça vaut le coup de créer encore une saga à partir d'un truc qui n'en avait pas la vocation de toute évidence, puisque là on commence à tomber dans tous les travers de saga, notamment les films qui n'ont pas vraiment d'utilité, c'est-à-dire que c'est ni une série B particulièrement efficace, comme je sais pas pourrait l'être vraiment un bon alien quoi, Ouais. ni un truc qui révolutionne complètement la saga, puisqu'à un moment ils font mine d'explorer un peu l'univers étendu on va dire. Oui, alors ça Et on peut en parler. on n'a même pas trop compris ce qu'ils voulaient faire. Parce que c'est vrai Donc, que je pense que, alors moi n'aimons pas Prometheus, j'ai aucune envie, aucun besoin de creuser les origines d'un truc. Là c'est une menace alien, j'avais même pas besoin de voir la météorite dans le deuxième, mais pourquoi pas. Ça me va de pas avoir les réponses et d'avoir des questions. C'est une menace, c'est un truc, voilà, c'est juste la menace avec un grand M. Le fait est qu'arrive au 3e film, tu te dis bah peut-être qu'ils ont besoin de sortir la carte mythologie pour creuser un peu, pour explorer l'univers, parce que tu peux pas faire non plus des tonnes de films si ça reste juste le même concept, le même truc un peu abstrait en façade. Ce qui leur permettrait en plus de rétablir certaines incohérences, justement, d'essayer de souder un peu plus le récit, C'est ça. les enjeux. Puis là, tu vois, tu dis c'est la porte ouverte. Maintenant, tu commences à arriver à un endroit où c'est une ville. Du coup, t'as pas. Dans le premier, tu savais pas exactement d'où il venait, il me semble. Hein, t'as juste vite fait des éléments, mais en tout cas, Ouais, c'est je pas pense visuellement montré et démontré. Dans le deuxième, tu vois les météorites au-dessus du stade de baseball. Dans celui-là, tu vois plein de météorites au-dessus de la ville de New York. T'as des hélicoptères qui passent, donc t'as l'armée qui rentre en jeu, donc c'est là aussi que côté Cloverfield qui arrive. Donc là tu te dis oui, en fait on commence à avoir un scope tellement large qu'en fait oui, maintenant les autorités, tu te dis il y a des gens qui vont essayer de comprendre et peut-être qu'ils vont en parler, peut-être qu'on va tomber sur un truc. Et il y a une scène qui ressemble quasiment à une scène où on dirait dans le nid des xénomorphes dans Alien. Tu penses que ça va aller vers là, on te montre un élément, on insiste dessus, l'élément tu comprends pas vraiment ce que c'est. Et tous les deux à la fin on s'est dit bon bah peut-être un peu bête, on n'a pas trop compris ce que c'est, et du coup c'est peut-être un peu frustrant ou bancal ou grossier, je sais pas. En tout cas, cette scène, je pense que c'est une des pires du film pour d'autres raisons, mais cet aspect-là fait que ce n'est même pas satisfaisant parce que tu as l'impression qu'ils n'assument pas cette dimension non plus. Ils n'assument pas le grand spectacle, ils ne creusent plus comme dans les premiers l'aspect très intime, et ils sont pas non plus en train de te dire on ouvre la saga pour faire un truc plus de pur lore de science-fiction. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez essayé de faire quoi ? Ouais, c'est vraiment la question. Et ouais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que ça nous emmène vers un modèle de franchise qui est quand même beaucoup plus balisé. Puisque, alors certes, Krasinski est toujours le grand Manitou un peu de la chose, puisqu'il a déjà coécrit celui-ci. Mais bon, on sent que Paramount, ils se disent, bon bah, si ça pouvait nous faire un petit chèque à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sortait tous les 2-3 ans. Sûr que... Oui, non, mais de toute façon, eux, ils en tirent quelque chose, d'autant que j'ai l'impression, bon, ça rend qu'une impression, qu'ils sont quand même sur un créneau qui est assez. Sur lequel ils sont relativement rares, c'est-à-dire celui de l'épouvante, mais pas trop, du film à suspense relativement familial quand même. Oui, c'est ça. C'est un truc, qui va chercher un public qui est quand même pas le public strictement réservé aux films d'horreur, mais qui est quand même un public beaucoup plus large. On a quand même plus le côté hollywoodien dans la façon dont c'est fait. Bah oui, là on est vraiment sur un film qui essaye de toucher du bout des doigts, même si le prisme est plus resserré du film catastrophe. Ouais, donc t'as voilà, les visions que t'as déjà l'impression d'avoir vu 50 fois, et c'est pas une impression, c'est le problème du film, mais du coup t'as les voitures dans les rues, t'as le bus retourné, t'as du feu, t'as de la fumée, t'as de la poudre blanche dans les airs, un peu à la post-attentat en septembre qui était déjà dans la guerre des mondes. Donc ça prend plein une imagerie de la ville assiégée, la ville déserte, ce qui n'était pas le cas de Sans un bruit 1 et 2. Donc d'un seul coup, ça devient à la fois plus excitant parce que tu te dis ok, ça devient un peu
spectaculaire et immense, et très rapidement tu te dis ouais, mais le problème c'est que du coup c'est tellement familier que ça a perdu 10 points d'intérêt, et surtout si tu n'en fais pas grand chose à l'écran, et c'est le cas là. Et le problème c'est que il se retrouve à se mettre dans le créneau de la franchise hollywoodienne qui reste un peu conservatrice, quoi, qui reste sur ses acquis, puisque on en arrive à la question de qui les fait, comment les fait. Ouais. Là, on n'est pas du tout sur une franchise d'auteur, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que Jeff Nichols devait le faire, mais bon, il s'est barré, puisque de toute évidence, je pense que ses idées propres n'avaient pas trop le droit de citer. De toute façon, Jeff Nichols a annoncé à la réal et au scénario, c'est un peu comme Fincher qui fait World War Z2, tu dis oui, extrême, bien sûr, non mais c'est un peu genre, mais qu'est-ce que Jeff Nichols irait foutre là-dedans? Il y a eu 3-4 projets de studio dont il s'est barré. Là, il en a parlé dans la promo de The Bike Riders en disant ça m'intéressait parce que une histoire de famille dans l'apocalypse, voilà, le mec il a fait Take Shelter et Midnight Special, donc c'est sûr que ça a du sens. Mais il disait gentiment, il ne taclait personne là-dedans, et surtout pas Krasinski, mais il disait bah voilà, c'est sa saga, c'est son univers. Je voyais très bien qu'en fait, moi le truc que j'aurais voulu raconter, c'est pas forcément ce qu'il avait en tête. Bah du coup c'est sa vision, c'est lui qui a construit le truc, c'est lui qui le maintient, donc du coup il s'est barré. C'est compliqué de se dire que Michael Sanorski, c'est ça. Michael Sanorski, il est pas arrivé et qu'il a pas eu un peu un statut d'exécutant. Oui, il a parce emballé que un truc qui était déjà un peu sur des rails, quoi. Voilà, c'est personnellement une des raisons pour lesquelles j'attendais quand même un peu le film, c'est que j'avais vraiment beaucoup aimé son premier long métrage qu'il a sorti juste avant, qui s'appelait Pig, avec Nicolas Cage, qui est vraiment très très bien, et qui surtout avait une volonté de naturalisme un peu minimaliste, qui venait un peu transformer dans la deuxième partie du film. C'était assez malin, et surtout, il savait se retenir au moment où il fallait, alors qu'il avait en plus Nicolas Cage dans son casting et une histoire de vengeance, et j'ai justement le fait qu'il réfrène un peu... qui rendait le film super intéressant, et donc je me suis dit que ça collait plutôt bien à l'univers Sans un bruit, et je trouve que c'est le moins bon mis en scène de la saga, et surtout que c'est parfaitement anonyme, on reconnaît pas du tout son style. Bon ok, c'est un peu grisâtre, mais ça c'est la photo, quoi. Oui, c'est globalement effectivement c'est ça, c'est qu'il y a anonyme, c'est un bon mot, méchant mais juste pour dire que c'est ça, rien, quoi. Et franchement je pense que ces créatures, c'est des créatures de mise en scène. Si jamais tu les mets pas en scène avec une intention derrière, ça devient une banale série B où l'originalité c'est qu'ils réagissent au son, sauf que après 3 films, quand t'as épuisé tous les j'en sais qui se font faucher, ça finit par tourner en rond. Et là j'ai l'impression que c'est un peu en train de devenir une franchise au turbin. C'est ça, je pense que là, quitte à aller à New York et faire évoluer la saga et en tirer autre chose, ils auraient dû aller à fond dans un truc un peu monstrueux, un truc de massacre, un truc vraiment de générosité du spectacle, sans forcément faire un truc immense, mais tu vois, faire il y a plein de monstres, donc il y a plein de victimes, donc ça devient un truc plus nerveux, parce que là, encore une fois, ils se retrouvent à un peu essayer de toucher différentes cases, mais en fait, il n'y en a aucune qui est vraiment remplie, et donc à la fin, ça donne un film qui est un peu moyen plus, mais qui s'approche de plus en plus vers le moyen, purement moyen, donc en fait, ça reste à peu près satisfaisant, parce qu'il y a un certain savoir-faire technique de tous les côtés. Lupita Nyong'o joue très bien, Joseph Quinn fait le job, donc c'est pas mauvais, c'est pas médiocre du tout, mais ça commence à s'approcher dangereusement d'une espèce de tiédeur qui en fait un truc complètement inintéressant dont on n'aura plus rien à faire. Alors qu'au départ, ça a commencé comme un truc, certes, qui révolutionnait rien, mais qui était bien au-dessus de la moyenne, qui était quand même un truc malin, malicieux, avec... Tu vois, moi je vois même la cruauté qu'il y avait dans le premier, que ce soit le gamin chopé dès le début, le clou dans le pied de l'héroïne, même le fait, tu vois, bon... Ça, les problèmes, on peut se poser plein de questions sur la cohérence du film par rapport au fait qu'elle est enceinte et qu'elle accouche pendant... Mais le fait est que c'est un truc assez cruellement réjouissant de te dire, elle accouche, genre, c'est un des trucs où, a priori, tu fais le plus de bruit naturellement, et c'est... Voilà. Et ça arrive à un moment où tu peux pas faire de bruit. Donc tu sais, c'était des trucs un peu comme ça, pervers, qui étaient bien. Dans celui-là, je trouve qu'il y en a pas. Les seuls trucs un peu méchants, c'est des trucs un peu faciles de, en fait, cette personne meurt et elle disparaît. Mais du coup, je trouve que ça s'adoucit énormément. En fait, en grimpant dans la gamme du spectacle et de la thune et d'espèces de confort dont on installe l'univers, ça perd énormément en saveur. Donc oui, effectivement, s'il y en a un 4e, si celui-là marche, je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter que ce soit, je ne sais pas si on veut que ce soit quelque chose de précis. Est-ce qu'ils vont rétro-pédaler pour évoquer d'autres jours entre le jour 1 de celui-là et le jour je ne sais pas combien de Sans un bruit premier du nom? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller post Sans un bruit 2? Alors là, moi, ça m'intéresse encore moins, puisqu'à la fin de Sans un bruit 2, ils ont trouvé le signal, ils essayent de le diffuser, donc c'est-à-dire qu'on va voir des gens allumer la radio et tabasser des monstres avec une barre de fer, donc inintéressant au possible. Tabassage, barre de fer. S'il y a toujours le chat, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, mais qui est le rayon de soleil dans le film, bien sûr. Oh, arrête. Mais tu sais, le chat aussi, je trouve que c'est une idée de merde. C'est cool. Non, mais tu mets dans un film un truc dont le but, c'est de faire tomber des verres et faire du bruit.
Et tu le mets dans un film où il faut pas faire de bruit. Et tu dis, mais vous faites exprès, on dirait que vous mettez un projecteur et à chaque film, le projecteur est de plus en plus puissant pour que je me pose des questions sur les règles de cet univers. Un chat particulièrement conciliant. Non, mais je pense qu'il est sous médoc, c'est pas possible quoi. Et oui, bon. Il fait pas de bruit à un seul moment. Il attire l'attention avec du bruit au tout début du film. Et après, il est sage comme une image. En fait, c'est un nounours quoi. Tu le fous sous l'eau, tu le jettes dans les airs, tu le traînes sous une voiture. Il reste là, tranquille, et il revient vers toi. Et en fait, je comprends pas. Alors, je comprends pourquoi dramatiquement il y a un chat. Je comprends pourquoi il y a un chat pour les gens comme toi, probablement, parce que c'est un argument. Mais juste pour le film, je ne comprends pas comment c'est malin de foutre ça dans les pattes de personnages, parce que soit il passe son temps à faire du bruit et t'as envie de le trucider, et tu te dis pourquoi il le garde et pourquoi il roule pas dessus avec une voiture, soit il fait pas de bruit et tu te dis mais pourquoi c'est une peluche en fait dans le film. Donc encore un truc où je ne comprends pas, ils font des choix qui attirent l'attention sur les limites de leur concept, au lieu de détourner adroitement l'attention pour qu'on dise en fait je m'en fous, dans tous les films il y a des problèmes de cohérence sur les règles, mais on dirait qu'ils font exprès. Pour que c'est un peu une sorte de MacGuffin à pattes par moment, ou préparation au paiement pour la fin par exemple. C'est non. Tiens, un chat c'est trop mignon, voilà. Donc bref, on a adoré le film quoi. Oui, non, mais voilà, mais en fait c'est juste... on n'a pas passé un mauvais moment, clairement. C'est ce qu'on dit souvent quand on a vu un film et qu'on l'oublie direct après, on dit « Oh, j'ai pas passé un mauvais moment ». Bah c'est exactement ça, voilà. Donc si on a une carte illimitée, let's go, j'ai envie de dire. Mais oui, sinon... En plus, voilà, et la question c'est... est-ce qu'on serait pas au début d'une franchise dont on va progressivement se foutre et se ratafoutre les années à venir, et franchement j'ai déjà la flemme d'avance. Ouais. Si ça continue comme ça, ouais, voilà. C'est sûr que ça c'est pas une bonne porte pour la suite. Non. Voilà. On verra bien. Et bien voilà, c'était notre avis à Mathieu et moi, sachant qu'encore une fois Judith a un peu plus apprécié, mais Judith n'aime pas les deux précédents, donc je sais pas ce que ça vaut. Faites-vous votre propre avis comme d'habitude. Sinon n'oubliez pas, évidemment, partagez cette vidéo, commentez, dites dans les commentaires si vous avez aimé et à quel degré vous le placez, puisque pour nous, il est clairement tout en bas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Écran Large, parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, qu'on peut continuer à faire plus d'articles, de vidéos, de podcasts, tout ça grâce à vous, donc n'hésitez surtout pas. Salut, à bientôt. Salut.